Qui est-il? Bon, Mark Phillips, voilà, pour resituer un peu dans le temps, c'est quelqu'un qui est né en 47, qui est passé par une expérience un peu traumatique au sens où il a vu sa mère accidentée et perdre une partie de ses capacités au niveau du cerveau. Voilà, Un donc accident de cheval. voilà, un accident de cheval. Et donc, quand il est devenu adulte, il s'est énormément passionné pour les recherches sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau et ces choses-là. Et il a travaillé un certain nombre de temps dans un centre de primatologie aux États-Unis où ils étudiaient les comportements des singes pour en faire des parallèles ensuite sur la définition des comportements humains. Enfin, c'est tout ce qu'on fait toujours sur les centres de primatologie et comment les animaux réagissent à certains faits, à certains événements. Et donc, il était au courant d'un certain nombre de recherches qui n'étaient pas forcément publiques de la part du gouvernement américain, et il était tenu à un devoir de réserve déjà à l'époque. Donc il était de fait, il faisait partie de la CIA, puisqu'on a dû en fait l'englober dans l'entité CIA du fait qu'il y avait un certain nombre de secrets à garder. Et c'est donc pour ça qu'on le définit comme ex-agent de la CIA. Mais ce n'est pas tant au sens où on entend un agent vraiment actif faisant des missions et des choses comme ça. C'est parce qu'il avait accès en fait à des dossiers relativement secrets du gouvernement américain, notamment sur des recherches en termes de primatologie en l'occurrence. Bon, et à savoir, comme beaucoup d'Américains qui sont capables d'avoir deux boulots, Oui. lui, il avait aussi, je veux dire, un travail qui a pignon sur rue. Voilà, il a bossé après, ouais. Il a tenu lui-même. Il a eu des entreprises, il a même été, là on va y arriver assez rapidement, associé finalement à un des maîtres de Cathy O'Brien, tout à fait par hasard, d'où est partie justement toute l'histoire. Un type qui lui aussi avait une triple casquette alors qu'il était agent de la CIA, mais ventriloque. Hein. Alors là, on parle de Alex Houston, qui est donc un des premiers maîtres de l'esclave Cathy O'Brien, qui avait aussi, évidemment, comme tu viens de le dire, plusieurs casquettes. Donc, qui était ventriloque, c'est-à-dire qui se produisait dans le monde de la country music en faisant des spectacles de ventriloque, et aussi il hypnotisait les foules, comme on a connu ça en France à une certaine époque. Il y avait ces hypnotiseurs de scène qui endormaient une salle entière. Voilà, c'était un peu le boulot de Houston. Pour bien expliquer que la sphère est assez complexe, parce qu'on rentre dans le monde, dans l'industrie aussi, là-dedans. On va rentrer dans le monde de la politique, dans le monde de la drogue, et dans le monde, malheureusement, de la pédophilie. Parce que lui, Mark Phillips, a rencontré donc dans son parcours Cathy O'Brien, qui est une victime, vraiment, à son corps défendant, des pires abominations qu'on puisse faire en matière de manipulation de l'esprit. Alors, il faut savoir qu'en préambule, finalement, on sait très bien que le projet Paperclip a permis aux Alliés de rapatrier les éminents savants astrophysiciens allemands, nazis, oui. Pas que dans ce domaine-là, aussi dans le domaine de la suggestion. Oui, tout à fait. On est au courant généralement du côté technologie des fusées, avec Werner von Braun et un certain nombre d'autres scientifiques nazis qui travaillaient sur les armes secrètes allemandes. Mais il y avait aussi tout l'aspect des scientifiques, mais je ne sais pas si on peut encore leur donner ce qualificatif-là, qui travaillaient sur l'esprit humain et qui, eux, ne travaillaient malheureusement pas dans des centres de primatologie. Ils travaillaient sur un matériau, si je puis m'exprimer ainsi, directement humain. Ils avaient pratiqué ces recherches dans les camps de concentration et autres. Et ils avaient donc fait pas mal de découvertes sur le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, les Américains ont importé ce savoir chez eux et l'ont appliqué très rapidement dans leur service secret pour de multiples raisons. D'abord à titre expérimental et puis après à titre carrément fonctionnel. Oui, il y a cet aspect-là. Faut quand même savoir que les États-Unis se sont interrogés finalement avant les autres nations sur la façon de contrôler, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'avoir une action sur les masses pour faire fonctionner ce qu'on appelle
mais qui, à mon avis, ne mérite pas vraiment ce mot-là, la démocratie ou la société dans son ensemble, sans qu'il y ait trop d'anicroches, de difficultés et de choses comme ça. Donc ça fait que dans les années 50, ils avaient donc déjà tous ces savants nazis qui étaient chez eux, et ils ont décidé de faire des recherches beaucoup plus poussées sur le contrôle de l'esprit, voire le contrôle des masses. Et donc c'est à partir de là que sont nés les programmes MK Ultra, dont le projet Monarch, dont il est question dans le livre, fait partie, qui était une immense entreprise pour savoir comment contrôler parfaitement un ou des individus. Alors, bon, le décor est planté. Le personnage central de cette histoire vraie se nomme Cathy O'Brien et sa fille, hein, parce qu'elles sont tristement associées, bien sûr, à cette entreprise glauquissime. Cathy O'Brien a eu la malchance de naître dans une famille où le père était pédophile. Et on apprend finalement que les ombres de la CIA recrutent beaucoup chez ces enfants victimes de pédophilie. Oui, parce que ils se sont aperçus, enfin je pense que c'était plutôt les résultats des recherches nazies qui s'étaient en fait aperçus de ça, que sur les familles où la pédophilie ou un certain nombre de sévices étaient reproduits de génération en génération, on avait une conformation mentale des enfants qui naissaient les uns après les autres au cours des générations, qui était particulière et qui pouvait intéresser justement le fait de facilement pouvoir rentrer dans ces esprits-là pour les contrôler. Hein. Donc Cathy O'Brien, comme tu viens de le dire, est née dans une famille pédophile du père, et la mère elle-même ayant été de son côté abusée dans des relations incestueuses. Ce qui faisait déjà d'elle, quelque part, une personne repérable pour les expériences gouvernementales américaines. Son père l'a donc abusée quasiment dès sa naissance. Et à partir du moment où elle a eu, je crois que c'était entre 5 et 8 ans, le gouvernement américain s'est intéressé à elle. Et donc son père l'a littéralement, on va dire, vendu au gouvernement américain pour toutes ces expériences. Voilà. Donc c'est là qu'a commencé toute l'histoire. Voilà. Il faut savoir que le but du jeu, en fait, est de fractionner le cerveau en multiples cases, en multiples personnalités, pour faire d'abord de ces femmes des jouets sexuels, mais également des espèces de clés USB vivantes, finalement, dans lesquelles on peut stocker des données qui vont être des messagers vraiment parfaits, puisque personne, même sous la torture, peut avoir accès à leurs données. Il suffit d'avoir la phrase magique, finalement, le code magique pour le déclencheur en fait, hein, pour qu'elle puisse livrer aux informations. Alors, bon, sur le volet d'abord, on va dire préparation, on est dans vraiment la torture. Voilà, donc le but, c'est que c'est d'impulser un trauma très violent sur la personne, pour que le cerveau en arrive au point qu'il ne puisse plus gérer l'horreur de la situation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a comme une coupure de courant, et la conscience bascule dans une autre personnalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle n'a plus conscience de ce qui se passe et elle se réfugie dans une autre personnalité. Donc là, à partir de ce moment-là, effectivement, on scissionne la personne, l'esprit de la personne en diverses personnalités, qui peuvent être aussi caractérisées pour divers types d'opérations. Hein. On parle de drogue, on parle de... Cathy O'Brien, elle a été aussi en quelque sorte messagère dans le cadre de relations diplomatiques. Ouais. Voilà, on peut lui faire des tas de choses. Donc ça, c'est le cas de Cathy O'Brien, mais il faut savoir que dans le domaine militaire, on peut aussi conditionner des soldats de la même façon. Il y a beaucoup de techniques comme ça. D'ailleurs, sa mort était programmée dans le cadre d'un snuff movie. Voilà. Elle en avait parfaitement conscience. On lui disait même, tiens, la semaine prochaine, tu vas mourir. Mais finalement... Enfin, elle en avait conscience, c'est pas le terme exact. C'est-à-dire qu'elle entendait effectivement ces paroles-là, mais elle n'était pas capable de se représenter ce que ça voulait dire. Ce qu'il faut bien savoir, ce qui est important de savoir, c'est que l'âge de 30 ans est important dans le développement humain, puisqu'il semblerait que ce soit l'âge auquel se produisent des tas de transformations au niveau chimique dans le cerveau, qui font que souvent s'opèrent des changements dans la vie des gens. Enfin, si on regarde en général autour de nous, la trentaine, autour de 30 ans,
certains d'entre nous, voire beaucoup d'entre nous, ont vécu une transformation qui fait que leur vie est passée à autre chose. Et voilà. Mais ce qui donnait aussi les limites de contrôle technologique sur la personne, à partir du moment où le cerveau lui-même opérait de lui-même un changement qui faisait que tout était brouillé à partir de là. Et donc, je crois qu'il n'y avait plus moyen d'agir de façon, de contrôler le cerveau de la personne qui échappe à toute possibilité de contrôle. Ce qui fait que tous ces esclaves ou personnes sous contrôle, à partir de 30 ans, étaient soit tout simplement supprimés, soit recyclés dans d'autres domaines. Voilà. Bon, et il faut dire qu'à travers son aventure, sa vie à Cathy O'Brien, eh bien, on va croiser les plus grands noms de la politique, tout d'abord les présidents des États-Unis. Quasiment tous. Voilà, c'est ça qui est assez ahurissant, parce que finalement, on connaît tous un peu l'histoire des États-Unis. On a des souvenirs récents d'avoir vu les présidents des États-Unis à la télévision, des gens comme Clinton, des gens comme Bush père, des gens comme Ronald Reagan et autres. Gerald Ford, tout à fait. Et à travers le livre, on découvre des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec l'image publique qu'ils ont, ce qui est, on peut dire, souvent le cas finalement pour les gens publics en général, sauf que là, l'image est vraiment totalement différente. C'est-à-dire qu'on passe de gens qui ont l'air en public relativement normaux, voire même plutôt bien dans leur rôle de président. Et donc on découvre que ce sont de l'autre côté des monstres. On a le cas de Bush père qui est un épouvantable pédophile, Clinton qui est un trafiquant de drogue et un assassin tous azimuts, puisqu'il n'hésite pas à avoir même des listes de gens à abattre, même à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas. On découvre Gerald Ford, qui était une espèce de roi du porno, un porn king, comme ils disent aux États-Unis, dire qu'il travaillait dans l'industrie de la pornographie et qu'il avait une place tout à fait prédominante dans ce milieu-là, ce qui est quand même ahurissant, en sachant que c'est quelqu'un qui, lui, n'a pas été élu puisqu'il a remplacé en fait Nixon à l'époque où celui-ci a dû démissionner. Après le Watergate. Voilà, après le Watergate. On est devant des gens sans scrupules, et même d'un Ronald Reagan qui finalement, pour un petit peu paraphraser ce que tu disais tout à l'heure par rapport à une démocratie qui doit fonctionner sans hommes, lui ça l'aurait bien arrangé finalement, cette espèce d'angélisme-là, où finalement il n'y a rien qui dépasse quoi, dans la société. Oui, même s'il n'est pas le seul dans ce cas-là, mais c'est quelqu'un qui est profondément convaincu finalement que ça ne peut fonctionner que comme ça. Et donc, c'est des gens parfaitement à l'aise dans ce fonctionnement, en sachant que tout ça va faire d'énormes dégâts au niveau de la société, au niveau des guerres, au niveau d'un tas de choses, d'événements qui se produisent dans les sociétés humaines. Mais ils ont décidé quelque part que c'était la seule façon que tout ne parte pas en révolte ou autre chose. Et on découvre finalement aussi, à travers sa vie, son témoignage, la manne de la CIA qui nous vient de la drogue. Alors ça, c'est aujourd'hui, c'est presque plus un scoop de le dire, que la CIA organise une grande partie du trafic de drogue. C'est sorti aux États-Unis, ça, notamment avec un journaliste dont j'ai publié le bouquin aussi traduit, qui s'appelle Michael Ruppert, qui avait été un des premiers, après d'autres, mais qui avait eu des tentatives plus timides. Mais lui, il avait vraiment ouvert sa gueule, comme on dit sur le sujet, en disant que c'était la CIA qui organisait le trafic de drogue, que la reconquête, entre guillemets, de l'Afghanistan n'avait été là que pour refaire fonctionner les champs de pavots et réapprovisionner les stocks de drogue. Alors, pour info, il est vrai que partout où les États-Unis sont intervenus, la production de drogue a été multipliée par 4. Absolument, tu es tout à fait bien renseigné. À chaque fois que les Américains sont intervenus à l'étranger, le marché de la drogue explose. Alors, on rappelle qu'il ne s'agit pas d'un roman. On rappelle qu'il s'agit d'une histoire vécue. Et le problème, c'est que ces deux personnes ont été obligées de se cacher, de fuir. D'abord, comment est-ce que Mark Phillips a réussi à sortir Cathy O'Brien de son enfer ?
Alors c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. Mark Phillips avait rencontré par hasard Alex Houston, qui était donc le maître de Cathy. Je dis le maître, hein, je voulais préciser juste une petite digression. Dans le texte anglais, le terme c'est handler. Alors un handler, c'est même plus un dompteur d'animaux. Hein, pour donner un peu l'idée du concept qui est utilisé. C'est-à-dire on a vraiment quelqu'un qui est totalement sous contrôle avec un maître, comme on parlerait d'un maître pour un chien, ou pour un lion, ou pour un éléphant, etc. Voilà. Et donc, il rencontre par hasard Alex Houston, et c'est à partir de là qu'il a découvert Cathy, qui était donc la femme, puisqu'elle était officiellement la femme d'Alex Houston à l'époque. Et donc il découvre Cathy. Il fait assez peu de cas de cette rencontre au début, puisqu'elle est véritablement attifée comme une prostituée. Elle a pour lui une apparence très vulgaire. Il n'a pas spécialement d'atome crochu avec cette femme qu'il cherche plutôt pas à fuir, mais enfin il cherche pas forcément à rentrer en relation avec elle. Et c'est à partir du moment où il découvre effectivement ce que Cathy vit avec sa fille dans les griffes d'Alex Houston et tout ce contexte de l'opération Monarque, qu'il est littéralement pris de dégoût pour ce genre d'action, et qui décide quelque part de sauver cette femme et de sauver sa fille de l'emprise de l'opération Monarque. Cathy O'Brien s'en est sortie, mais pas sa fille. Kelly les suit quand même dans leur fuite en Alaska, comme je le racontais juste avant. Mais Kelly reste marquée par sa programmation qui a employé d'autres moyens. C'est-à-dire que Kelly a été conditionnée et programmée par des moyens technologiques, notamment par la technique des harmoniques. Bon, moi, d'un point de vue connaissance personnelle, scientifique sur le sujet, je n'ai pas vraiment une vraie connaissance du dossier, mais il semble qu'on puisse, conditionner des chemins neuronaux, les circuits qu'utilisent, on va dire, les neurones, d'une certaine façon avec la technique des harmoniques. C'est-à-dire qu'en émettant un certain nombre d'harmoniques, on peut canaliser littéralement le fonctionnement du cerveau. Donc Kelly ayant été programmée sur ce mode-là, alors entre autres choses, hein, j'imagine qu'il y a eu d'autres types de techniques, mais très technologiques quelque part. Alors que Cathy O'Brien elle-même, c'était plus, on avait des traumas physiques et physiologiques. On la torturait, on la faisait souffrir pour créer ces traumas. Tandis que Kelly, elle, a subi ce type de torture technologique, quasiment, je crois même que c'était dans le ventre de sa maman déjà. Ouais. Donc ce qui faisait que c'était tellement incrusté, implanté en elle, il n'y avait plus de moyens, on va dire, psychanalytiques pour faire vite. C'est-à-dire qu'une personne peut être amenée à se déprogrammer en faisant un travail sur elle-même. Mais dans le cas de Kelly, c'est ce qu'ont tout le temps cherché à trouver Mark et Cathy par la suite. Il fallait des moyens technologiques pour la déprogrammer. C'est-à-dire, en fait, contrer ce qui avait été créé par la technologie dans le cas de Kelly. Donc c'est ça qui fait toute la différence. Je ne sais pas toujours à l'heure d'aujourd'hui, puisque je suis quand même toujours en relation avec Mark et Cathy, dans la mesure où j'avais publié leur livre, traduit leur livre et publié. Ils ont plus beaucoup, ils donnent plus beaucoup d'informations sur Kelly, dont il semblerait qu'elle soit dans une espèce de statu quo de ce côté-là. Alors quel type d'existence elle mène, je n'en sais rien. À la limite, le plus formidable, ça serait de les faire venir en France pour qu'ils nous racontent eux-mêmes ce qu'il en est aujourd'hui de Kelly. Alors, quelle vie ils ont maintenant, Cathy et Mark? Alors aujourd'hui, donc Cathy a le statut officiel de lanceuse d'alerte, ce qu'on appelle le whistleblower en anglais, qui est un statut tout à fait défini et administratif de la nomenclature américaine. C'est-à-dire vous êtes lanceur d'alerte. Donc vous avez un certain nombre de droits, un certain nombre de choses à respecter pour conserver votre statut.
Marc a, je pense, aussi le même statut. Et donc, ils ont toujours cette activité de diffusion de ces informations. Ils font toujours des conférences. Ils interviennent relativement souvent. Je pense qu'ils vont aussi voyager, enfin qu'ils voyagent à l'étranger. Je sais qu'ils vont assez souvent en Allemagne. Donc là, par contre, je n'ai pas pu avoir tellement plus d'informations. Marc Félix m'a dit qu'ils allaient régulièrement en Allemagne parce qu'il travaillait lui-même là-bas, dans des hôpitaux allemands, sans doute sur des cas de contrôle de l'esprit, ou en tout cas pour aider à déprogrammer des gens ayant subi ce genre de choses, parce qu'il est reconnu au niveau mondial comme un spécialiste de la question. Mais enfin, il m'avait dit que c'était pas du tout officiel et qu'il fallait à la limite pas trop développer sur cette affaire, puisqu'il tenait à garder un peu le secret. Alors du coup, ça m'a une question. Ça veut dire que ces pratiques ont aussi eu lieu en Europe? Alors, il me semble évident, alors là, je dirais pas que c'est pure hypothèse, parce qu'on a quand même des retours de témoignages, notamment en France, notamment à la suite de la publication du livre, de gens qui reconnaissaient quelque chose dans le phénomène. Donc on peut imaginer, enfin, ça me semble tellement évident que si on imagine que tous ces gouvernements fonctionnent sur une espèce de tronc commun, que chacun a évidemment une spécificité nationale, comme il existe des drapeaux pour chaque pays, mais qu'en gros, ce genre de connaissances, via les services secrets, peut se disséminer dans tous les pays du monde. Donc on peut très bien imaginer qu'il existe ça en Europe, qu'il existe ça en Russie, en Chine, etc., etc. Alors, ça nous ramène finalement à l'affaire Karen Mulder en France, Voilà. avec l'agence Elite, Voilà. qui regardait, d'ailleurs la vidéo est toujours visible sur Internet, Ouais. avait finalement été obligé de faire une espèce de mélange de mea culpa, de coming out, en disant voilà, Karen Mulder, on l'a reçue, on a été obligé de censurer parce qu'elle nous parle d'un complot mondial qui est carrément finalement copié-collé de ça. Mais finalement, oui, je veux dire, Karen Mulder raconte ce dont Cathy O'Brien a témoigné. Donc, moi, je suis absolument pas surpris de ça. Il faut savoir que ce livre a été édité dans sa version anglaise aux États-Unis à 15 reprises, hein, et 15 rééditions. Il y a eu 15 rééditions depuis la première parution qui s'est faite dans les années 90, je n'ai plus l'année exacte. Donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Il faut savoir qu'au début, quand ils ont donc imprimé le livre, qui était en soi dans la forme, un dossier qui était destiné à être distribué et qui a été distribué à tous les membres du Congrès américain. C'est-à-dire que tous les membres du Congrès américain ont reçu un package qui comprenait l'histoire, le récit de Cathy O'Brien, le récit autobiographique de Cathy O'Brien, plus un certain nombre de documents déclassifiés, de preuves écrites sur un tas d'éléments de son dossier. Et donc, ils ont décidé d'en faire un livre dans le cadre de conférences qu'ils avaient organisées. Et c'est à partir de là qu'ils ont distribué le livre dont ils parlaient directement, et qui a connu un succès dans les sphères dans lesquelles ils intervenaient. Mais on ne peut pas parler d'un succès national au sens où c'est une info qui aurait été diffusée par toutes les grandes chaînes de télé américaines. Coast to coast, quoi. On imagine bien, oui. Est-ce que ça a changé les choses aux États-Unis, ce livre, pardon? Je pense que ça a changé des choses, et ça c'est plus raconté dans le volet qui suit cet opus-là, au sens où il y avait déjà un énorme problème avec les abus sur les enfants, donc le problème de la pédophilie. On trouvait des tas de parents qui étaient absolument désespérés et qui savaient plus à qui s'adresser, puisque toutes ces affaires étaient systématiquement étouffées. La justice bottait en touche, donc toutes les victimes se retrouvaient en général avec leurs bourreaux, et les parents qui assistaient impuissants à ça étaient à la limite obligés d'intégrer des espèces de réseaux underground pour essayer de s'en tirer plus ou moins. Mais ça restait quand même très timide. Et quand Cathy O'Brien est venue témoigner sur son histoire, et évidemment, puisqu'Alex Houston était lui-même mouillé dans des tas d'histoires d'affaires de pédophilie, dans des orphelinats et des choses comme ça, et ça a permis à tous ces gens-là de trouver enfin une espèce de tête d'affiche qui allait pouvoir un peu parler en leur nom.
Ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe en Angleterre, hein, avec cet animateur. On a l'impression que ça peut être les mêmes réseaux finalement. Hein. Mais c'est pas des réseaux fondamentalement différents. Enfin bon, la pratique est hélas exactement la même. Mais ce qui est aussi très semblable, c'est que ça touche beaucoup d'élites. Hein. Ouais, On n'est pas dans un cadre populaire, pauvre, où les gens sont dans une proximité telle que finalement ils en arrivent à abuser leurs propres enfants. On est très 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 éloigné de ça. Ce que voudrait nous faire croire finalement une certaine version officielle, on est dans des élites qui sont, à mon avis, sur un schéma d'abus d'enfants sur plusieurs générations. Si on prend les grandes familles royales, des grandes familles de la très grande bourgeoisie ou de l'industrie, on a là certainement des pratiques en termes de relations familiales qui se reproduisent depuis très longtemps et qui font que ces gens-là ne connaissent rien d'autre. Donc finalement, ils sont aussi amenés à chercher des victimes ailleurs, d'où l'histoire du fameux Savile en Grande-Bretagne, cette espèce de star de la TV qui avait les clés de je ne sais plus combien d'établissements psychiatriques où il venait lui-même abuser les enfants. Enfin, il y a des tas de gens ont développé les recherches là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est un phénomène absolument international. On a juste là qu'un exemple concret, mais on peut trouver dans tous les pays du monde des choses d'un degré aussi abominable. Chapitre 19, on parle entre autres du fameux Bohemian Grove. Il faut savoir, c'est une espèce de partie de campagne à laquelle se livrent chaque année les grands. Alors on trouve des gens du Skull and Bones, on retrouve des présidents des États-Unis, on retrouve des présidents français aussi, des gens de l'industrie, enfin tout le gratin. Tout le gratin, oui. Donc ils sont tous dans une espèce de messe noire. Notamment des rituels aussi. Ça a été déjà relevé ça a été pour filmé ceux aussi, qui ont filmé notamment. Et bon, elle en parle, on y croit d'un certain Bill Bennett, hein, et elle dit « Bennett avait également manipulé mon esprit conformément aux ordres du Vatican via le centre de programmation de la faculté jésuite de Byrd, en Virginie occidentale. » Alors c'est là qu'interviennent ce qu'on ne soupçonne pas souvent, et ça va sûrement faire grincer énormément de dents, c'est le rôle des jésuites dans cette affaire de contrôle mental et d'opération gouvernementale, en tout cas de recherche sur le sujet. Il semblerait que les jésuites, bien avant que les Américains se soient intéressés au sujet, les jésuites avaient déjà toute une nomenclature de techniques de contrôle de l'esprit. Cathy O'Brien évoque ça de temps en temps, alors notamment dans le deuxième opus qui suit celui-là, où elle raconte très bien comment, à partir du moment où elle-même s'était libérée, se trouvait donc en cavale quelque part avec Mark Phillips, et croisait quelquefois des agents du FBI qui essayaient de remettre le grappin, si je puis me permettre, sur Cathy O'Brien, et qui, face à elle, faisait des tas de gestes, et elle décrivait très très précisément, elle disait que c'était une gestuelle jésuite. C'est-à-dire que c'est les jésuites qui possédaient ce genre de technique et qui le transmettaient de génération de jésuites en génération de jésuites. Mais il semblerait que ce soit déjà assez ancien. D'accord. Donc quand on parle de contrôle de l'esprit, il serait sûrement très très intéressant de faire des recherches sur le sujet dans la sphère jésuite. Donc ça, c'est un sujet que je propose à de futurs investigateurs. Les Mormons aussi sont... Alors, il y a aussi chez les Mormons, alors là, c'est plus des pratiques familiales. Je me souviens d'avoir vu récemment une interview de Cathy et Mark qui date de 2014, où ils étaient en compagnie d'une jeune fille qui, elle, avait été arrachée à son milieu mormon. Et elle racontait aussi très bien que apparemment l'abus des enfants, notamment dans les relations incestueuses, était une pratique tout à fait courante. Donc on imagine bien que du coup les enfants des Mormons constituent aussi une espèce de vivier pour ce genre d'expérience. Dans ses pérégrinations à travers les États-Unis, elle a voyagé dans toutes les sphères finalement du pouvoir, les sphères secrètes aussi, des bases militaires, des bases de campement. Et voici ce qui est dit. Shasta, donc c'est un camp secret américain. Shasta est le plus grand camp secret d'esclaves pour ce qui était du contrôle de l'esprit. Dissimulé dans les collines boisées,
qu'une clôture militaire enserrait plus de militaires robotisés à l'esprit sous contrôle que je n'en ai vu dans tout Haïti, ainsi qu'une immense flotte d'hélicoptères noirs dépourvus d'immatriculation. Cette activité militaire secrète suivait son propre agenda, pas celui de l'Amérique. On m'a dit, information que j'ai également entendue malgré moi, que c'était l'une des bases des futures forces de police multijuridictionnelles destinées à faire respecter la loi et l'ordre au sein du nouvel ordre mondial. Là, le mot est lâché. Alors voilà, je veux dire, là, on en tombe un peu à la renverse, puisqu'on a factuellement décrit des organismes et des organisations qui sont en train de préparer ce qui est appelé là le nouvel ordre mondial. Donc ce qui veut bien dire que tout ça n'est absolument pas spécifique aux États-Unis, hein, mais que dans tous les autres pays du monde ou grands ensembles de pays du monde, hein, on pense quand même à la commission trilatérale qui a séparé le monde en trois grandes parties, le monde asiatique, européen et des continents américains. Donc voilà. Donc s'il y a déjà des camps d'entraînement de ce genre aux États-Unis, on peut très bien supposer qu'il en existe dans bien d'autres pays, hein. Même si on est toujours censé avoir des frontières, des drapeaux, des cultures différentes, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui sursoit à tout ça littéralement, hein. Et là, on a quand même des éléments très très concrets. On parle de cette force de police multijuridictionnelle. Je veux dire, c'est plus du délire, c'est plus de la théorie. Ben, il faut savoir que les juges américains planchent actuellement sur le fait qu'ils puissent faire arrêter n'importe qui dans le monde. Voilà. Donc finalement, c'est à l'ordre du jour actuellement. Voilà, ce qui est finalement l'amorce qui ont constitué le Patriot Act aux États-Unis à la suite du 11 septembre, où on pouvait littéralement débarquer chez n'importe qui sans mandat judiciaire et enfermer quelqu'un sans aucune charge contre lui, uniquement parce qu'un soupçon de terrorisme, mais ça pourra être bien autre chose après. On pourra peut-être dire même un jour complotiste. Ouais. Voilà. Et donc ce contexte du Patriot Act, qu'on va peut-être retrouver en France aussi avec les événements récents qui se sont passés chez nous, on voit bien que quelque chose est en train de se resserrer au niveau des gens qui ne pensent pas tout à fait comme les autres, hein. Donc on est là déjà factuellement dans ce qui pouvait paraître l'œuvre d'anticipation d'Orwell, que en 1984, on va bientôt avoir une police de la pensée. Moi, je ne déduirais rien d'autre de ce genre de description. Ils n'ont pas été en procès, Cathy O'Brien. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que avec ce qui est affirmé dans ce livre-là, qui est sorti dans les années 90 aux États-Unis, on pourrait imaginer que tous les présidents actuels, passés, se soient regroupés pour faire un procès en diffamation. Parce que là, à la limite, si on veut admettre que tout ça est faux, en termes de diffamation, c'est quand même balèze, hein. Mais il ne s'est strictement rien passé. C'est-à-dire qu'on a fait littéralement du côté du pouvoir, en tout cas aux États-Unis, comme si de rien s'était passé. Sauf que quand même en justice, il était impossible de pouvoir obtenir gain de cause, ou en tout cas de faire établir ces faits-là, puisque tout de suite, le prétexte de la sécurité nationale coupait court à toute continuation du processus judiciaire. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais on peut aussi imaginer que c'est tellement gros, finalement, que ces gens-là, je parle des présidents et des gens de pouvoir là-bas, ne s'en inquiétaient pas plus, sachant que peu de gens, voire pas du tout de gens, croiraient ce genre d'histoire. Malheureusement pour eux, ça a quand même créé une espèce de prise de conscience aux États-Unis qui est restée relativement timide. On ne parle pas de choses générales au niveau de tout le pays, mais dans tous les gens qui avaient été impactés déjà par des affaires de pédophilie, il y a eu cette prise de conscience qui s'est faite sur ces affirmations-là. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'Américains là-bas qui n'ont plus aucune illusion sur qui sont réellement les tenants du pouvoir, vraiment. On rappelle le titre du livre, L'Amérique en pleine transformation, écrit par Cathy O'Brien et Mark Phillips, et une suite à venir.
Alors la suite à venir qui est apparemment très attendue, puisque les gens qui ont lu ce livre-là, sachant qu'il y a une suite, veulent connaître la suite. Et donc la suite, autant ici on a le témoignage autobiographique de Cathy O'Brien qui raconte son enfer, et dans le deuxième opus, on va avoir la suite de cette affaire, c'est-à-dire la fuite entre guillemets de Cathy et Marc à travers tous les États-Unis pour échapper à aux anciens bourreaux de Cathy, tout en essayant de diffuser le plus possible les informations qu'elle détient. Donc ils sont amenés finalement à intervenir dans pas mal de séminaires, de conférences, c'est-à-dire qu'ils rencontrent autant des professionnels de la psychiatrie par exemple, ils rencontrent des professionnels de la justice et tout un tas d'autres gens de cet acabit. Mais ils sont aussi dans la tentative de sauver Kelly, hein, ou quelque part de trouver en tout cas un moyen pour sortir Kelly de l'état de traumatisme technologique, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire de trouver d'autres moyens technologiques pour la sortir. Donc c'est aussi ce combat-là qui raconte, plus... ça paraît presque caricatural de le dire, mais l'histoire d'amour qui se noue entre Mark Phillips et Cathy O'Brien, qui débouche aussi sur, comment dire ça, la relation de ces deux personnes qui n'avaient a priori rien pour se rencontrer et qui découvrent finalement dans leur relation amoureuse quelque chose d'assez extraordinaire en termes humains. Hein, donc c'est presque du Hollywood, sauf que c'est pas Hollywood qui l'a fait, c'est vraiment du factuel et raconté par des gens qui le vivent de l'intérieur, quoi. Donc Cathy O'Brien et Mark Phillips eux-mêmes parlent du deuxième opus comme de l'antidote au premier. Hein, c'est-à-dire quand vous avez traversé l'horreur de ce qu'est le récit de Cathy dans l'Amérique en pleine transformation, vous avez une nouvelle poussée d'espoir en lisant le deuxième opus qui devrait paraître très prochainement. Et il y a d'ailleurs dans tout ce deuxième opus un message d'espoir par rapport à l'horreur qu'on a connue dans le premier. Parce que en finissant de lire le premier, je crois qu'on n'a plus aucune illusion sur rien du tout et qu'on pourrait très bien se dire que mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais. Et en fait, il montre bien dans le deuxième qu'il y a quelque chose de possible et que l'esprit humain, surtout, est plus fort que les mécanismes du cerveau. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée qu'il y a autre chose de notre corps ou quelque chose de différent de notre corps qui porte véritablement notre esprit. Et là, ça ouvre quand même sur des tas de choses très intéressantes qui pourraient déjà préfigurer, alors je vais dire de grands mots, mais l'arrivée d'une nouvelle façon de vivre sur cette planète. Bon. C'est moi qui le dis, c'est ma propre projection dans l'avenir. Bon, les éditions Nouvelle Terre portent bien leur nom quand même, mais je sers ça finalement comme un thème de réflexion intéressant à tous les lecteurs qui auront ces livres entre les mains. Merci Pierre. Merci à toi Olivier.